Bonjour tout le monde. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées à notre webinaire, le premier webinaire 2021 de la VRIA Association France. On a la chance aujourd'hui d'avoir quelques-unes des sociétés ou des startups phares de l'écosystème XR en France. Et on a aussi la chance d'avoir Jérôme de Unity qui va nous présenter l'outil Unity pour du workflow VR. En plus qu'on aura quelques nouveautés qui va nous exposer. Donc, ce sera un webinaire un peu multiforme, donc un roundtable avec les startups et Unity qui va nous présenter tout ce qu'il y a à présenter en termes de nouveautés use case. Je vais commencer rapidement par me présenter. Donc, moi, c'est Mohamed. Tout le monde m'appelle Dali. Je suis avec Sébastien. On chapeaute la VR Association en France. Et notre but est de faire de plus en plus d'événements online et espérons-le présentiel dans le futur. Donc, je vais commencer par une petite présentation rapide. Comme ça, j'aurai le temps de laisser la place à tout le monde derrière. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur la VR Association, c'est une association mondiale dont le but est vraiment de réunir un écosystème par pays autour de la XR. Que ce soit, ça peut aller de l'entrepreneur jusqu'à une institution universitaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un écosystème dynamique où on peut faire des échanges, des échanges de collaboration, des échanges d'expériences autour des outils immersifs. Donc, la VR Association a plusieurs chapters, donc, et c'est organisé en chapters un peu partout dans le monde, en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Donc, on a plus que 50 chapters dans le monde. On a plusieurs comités qui vont s'occuper de plusieurs verticales, que ça touche à la recherche et développement, au monde universitaire, à l'entertainment, etc. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un maillage mondial autour des chapters, autour de l'XR. Nous faisons de la promotion du partage de connaissances et de la mise en place de best practices de l'industrie XR. Donc, on organise beaucoup d'événements par pays, que ce soit généraliste, que ce soit en attaquant des verticales précises. Donc, ça peut être du prototypage, de la R&D, du project review, etc. Et on permet aussi à nos membres d'accéder à des white papers ou à des papiers d'études qui touchent, comme je vous disais, beaucoup de secteurs. Donc, on a la santé, on a l'éducation, on a l'entertainment, on a le commerce, le retail et tout ce qui touche au monde de l'entreprise. On a plusieurs événements phares autour du monde, enfin, principalement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, où l'idée, c'est vraiment de réunir les chapters et les adhérents de nos associations pour parler de leurs projets et pour partager leurs connaissances et leur expertise. Et c'est aussi un levier pour du business. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à notre association, qui, d'une manière ou d'une autre, arrivent à faire partie de nouveaux projets ou trouvent des clients ou font ils augmentent leur visibilité pour d'éventuels donneurs d'ordre. On a plusieurs panels qui peuvent être des advisors pour des projets. Donc, on a des adhérents qui vont demander de l'aide. Donc, on a cet aspect coaching, accompagnement. On a vraiment des panels très diversifiés et des gens qui font partie du grand nom de l'IT et de l'XR. Ça va de HTC à Vive, à HP, etc. Donc, on offre aux personnes intéressées d'adhérer à l'association. Donc, le fait d'adhérer à l'association va permettre d'avoir accès à tout ce que j'ai décrit un peu plus tôt. Donc, accéder aux travaux de nos comités, accéder à nos événements d'une façon gratuite, accéder aux papiers de recherche ou tout ce qui est études. Et on a aussi la possibilité de faire de rising visibility pour eux. Ça veut dire qu'ils vont avoir plus de visibilité s'ils ont une startup ou s'ils lancent un produit ou s'ils recherchent une collaboration.
il y a différents niveaux de membership, donc d'adhésion. Ça, on pourra, si quelqu'un de l'audience est intéressé, il pourra revenir vers moi ou Sébastien pour en savoir un peu plus. Mais juste pour faire un topo rapide, ça va d'une personne physique jusqu'à l'université en passant par une start-up ou une compagnie déjà établie avec un gros chiffre d'affaires. On a plusieurs donc, sociétés qui sont adhérentes, des noms comme Epson, Mativision, etc. Donc, on a la chance d'avoir de grands noms de la techno avec nous dans les boards et dans les comités. Je finirai sur ça, donc c'est rapide, c'est pour vraiment planter le décor par la VRIR Association. En France, avec Sébastien, on a dans le but de vraiment d'essayer de réunir un écosystème auteur de la VRIR Association, mais on est agnostique dans le sens où on peut faire des associations avec des organisations déjà établies. Donc, on n'est pas vraiment dans notre coin. On cherche à avoir un maillage le plus large possible. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé à la fin du talk pour adhérer ou en savoir plus, ou si vous avez des questions par rapport à des problématiques techniques ou de coaching, on sera plus que ravis de vous écouter et de vous aider. Voilà, donc ma partie est terminée. Je vous explique comment ça va se passer. Donc, il y a les startups qui vont présenter leur cheminement, leurs produits, leur use case. Et après, il y aura Jérôme de Unity qui va prendre son temps pour parler de l'outil Unity et des use cases éventuellement. Et on finira par des questions-réponses ouvertes. Donc, vous pourrez les taper sur le chat et on s'occupera de les communiquer. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je coupe ma présentation. Voilà. Et je laisse David Daptel prendre le relais. Bonjour à tous. Donc, David Ristagno. Donc, moi, je suis le président de la startup, la société Uptel. Je vais vous présenter un peu donc, notre approche de la réalité virtuelle et qu'est-ce qu'on apporte à des entreprises et à des écoles. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, Uptel, c'est l'expérience sans limite. Donc, ce qu'on apporte, c'est la mise en situation pratique grâce à la réalité virtuelle aux entreprises pour plein d'usages, notamment l'entraînement, la formation. Et donc, on vient avec une plateforme qui permet de créer facilement des expériences et des immersions et une méthode pour mettre ça en pratique facilement et le plus souvent possible. Donc, notre approche, en fait, c'est d'utiliser donc des choses qui ont bien mûri dans le monde de la réalité virtuelle, qui sont notamment la vidéo 360 degrés. Donc, en fait, on va permettre à des personnes qui vont créer des expériences de capturer, de numériser des situations réelles. Ça peut être des situations de travail, des lieux, des situations humaines, des process. Donc, de capturer les situations réelles en 360 degrés avec des caméras 360. D'ajouter à ces captures 360 des interactions pour en faire vraiment des parcours, des modules dans lesquels on est le héros et on interagit, on prend des décisions. Et donc, ces modules, en fait, ça va être des expériences qui vont être partagées à grande échelle sans les contraintes du réel sur les casques de réalité virtuelle, mais pas que. En fait, voilà, on essaie vraiment de généraliser la capture du terrain et la distribution du terrain au plus grand nombre, et ce, tout en digital, pour augmenter la productivité. Donc, plus concrètement, notre technologie voilà, se base sur un savoir-faire autour de la vidéo et la photo 360 degrés. Donc, on va traiter ces photos, ces vidéos pour les rendre facilement accessibles et diffusables sur tous les supports. On va pouvoir les augmenter avec une surcouche d'interactions, donc des interactions qui sont préconçues mais hautement configurables, avec des médias, des objets 3D, des déclencheurs, des choses de plus en plus abouties. Et on y ajoute maintenant une brique d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle qui permet notamment d'avoir des interactions encore plus naturelles avec de la reconnaissance vocale, de la génération de voix, de la traduction, des choses comme ça. Et donc, on met tout ça ensemble et on permet à tout le monde de créer et de diffuser
et de mesurer des expériences immersives concrètes et utiles. Et donc, cette plateforme est disponible sur le web, c'est sans code, donc les personnes vont pouvoir créer sans avoir de compétences technologiques ou techniques et devenir 100% autonome pour tirer parti des bienfaits de la réalité virtuelle pour la mise en situation. Voilà. Donc, en cas d'utilisation pratique, il y en a vraiment beaucoup. On a distingué, nous, dans notre univers, vraiment 4 grandes catégories de cas d'usage. On a beaucoup de clients qui vont travailler sur la santé et la sécurité, donc tout ce qui va être sensibilisation, mise en situation dangereuse mais virtuelle pour pouvoir prendre de bonnes décisions en cas d'urgence, des situations voilà obligatoires aussi de santé sécurité qui sont coûteuses pour l'entreprise mais qui peuvent être maintenant digitalisées. D'autres entreprises qui vont plutôt s'axer sur la productivité, la production et la qualité. Donc, comment répéter des modes opératoires, comment mieux prendre en main les équipements, comment onboarder sur des lignes de production sans déranger les personnes qui sont déjà en poste, comment accueillir des intérimaires. Voilà, il y a vraiment beaucoup de scénarios qui permettent de devenir plus agile, de devenir plus polyvalent grâce à des formations du coup virtuelles qu'on peut faire à n'importe quel moment et de n'importe où. On a d'autres usages aussi au niveau de la vente et de la relation client. Donc, on va être mis en situation humaine cette fois-ci, plus où on va être face à des clients, par exemple, et on va devoir essayer de convaincre, de vendre un produit, d'appliquer l'expérience client excellente dans certains milieux, comme le luxe, par exemple. Donc, c'est des expériences dans lesquelles on est vraiment en situation humaine et on va s'exprimer parfois même avec sa voix et juste en parler et provoquer des réactions positives, négatives et justement s'entraîner à des expériences humaines sans l'anxiété du réel et sans faire fuir des clients, par exemple. Voilà. Et enfin, il y a pas mal de scénarios aussi qui sont proches un peu de ce côté vente et relation client, mais plus autour des ressources humaines ou du management. Donc, on va être dans la peau d'un employé, dans la peau d'un manager. On va s'entraîner à donner du feedback, à s'entraîner à passer une interview, à s'entraîner à prendre la parole en public. Tout ça aussi, ça va être possible avec le même principe, capturer des vidéos 360, les augmenter, les rendre intelligentes et en faire des modules interactifs. Alors, je vous donne quelques exemples de cas clients qui sont plutôt représentatifs et assez différents, vous allez voir. Donc, le cas, par exemple, d'Alstom. Alstom, c'est un de nos plus grands clients qui explore vraiment plein de choses au niveau surtout de la sécurité, de la production, de la qualité donc de la digitalisation des formations qui sont souvent chez Alstom faites en présentiel parce que c'est du terrain et c'est des grosses machines et du solide. Et donc là, il y a des belles initiatives comme par exemple de l'entraînement sur des exercices de sécurité sur rail pour sensibiliser les opérateurs et pour arriver à un objectif de 0 accident. C'est des formations qui étaient avant généralement faites par peu de gens et peu souvent. Et maintenant, en fait, Alstom va pouvoir le faire à tout le monde et aussi fréquemment que nécessaire pour sensibiliser et faire développer les bons réflexes aux employés. D'autres expériences ont été faites aussi pour visiter des sites en haute sécurité qui sont difficiles d'accès ou qui nécessitent un coût de logistique. Et en fait, dans le but de permettre aux employés, que ce soit dans les bureaux ou dans des sites à l'étranger, de mieux connaître le groupe, de mieux comprendre les enjeux et de se familiariser et donc de développer une fluidité de la compétence et du terrain au sein d'un groupe aussi grand qu'Alstom. Et donc, ce qui est beau, c'est que maintenant, il y a une belle communauté de créateurs d'expériences chez Alstom dans plusieurs continents qui créent des expériences, qui se les partagent. Ça a pu permettre de faire pas mal de choses, notamment pendant le Covid aussi, où les voyages ne sont plus permis, les regroupements ne sont plus permis. Bah là, on va quand même pouvoir accéder à des choses essentielles dans les métiers de terrain. Donc là, on est plutôt dans le côté manufacturing et usine et fabrication. Un autre exemple, Fnac Darty, où là, on va plutôt être du côté de la vente, de l'expérience client, mais pas que, aussi de l'onboarding des nouveaux arrivants pour les sensibiliser, leur faire connaître
les spécificités d'un groupe comme Fnac Darty, la qualité sur le niveau de la gestion des produits, de la logistique, pour que chaque employé puisse connaître ce qui se passe derrière le magasin ou le site web, mais aussi des entraînements de vente pour se positionner face à des clients et mieux les conseiller, penser aux bons réflexes et leur proposer des solutions à leurs problèmes. Alors ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire normalement sans réalité virtuelle, parce que ça demande de faire des jeux de rôle ou de se positionner devant des vrais clients. Là, on va pouvoir simuler des exercices de vente, se retrouver face à des situations fictives et vivre des échecs, des réussites et s'entraîner en ayant un feedback instantané. Et ça permet notamment à des partenaires de Fnac Darty comme Microsoft de créer des formations pour la vente et le conseil sur les produits Microsoft qui avant étaient faits seulement pour des champions qui allaient ensuite passer le message aux employés. Maintenant, ce sont des formations qui peuvent être délivrées à 100% des employés de Fnac Darty. Donc voilà, on ressent qu'il y a cette possibilité notamment de remplacer des choses physiques, mais en plus de les faire scaler, de les déployer à très grande échelle. Fnac Darty, c'est 20 000 employés qui vont pouvoir profiter de tout ça dans plus de 500 magasins et avec des ambitions d'en faire une pratique normale et quotidienne. Et un autre exemple plus complémentaire, mais voilà, juste pour aussi illustrer qu'on ne travaille pas seulement avec des entreprises, on travaille aussi avec les universités, les écoles qui sont de plus en plus au fait et ont envie d'explorer les possibles de l'immersive learning. L'université de Limoges est plutôt en avance aussi de face sur ça. Ils ont testé des choses, notamment pendant le Covid, de former à la kinésithérapie. Quand on ne peut pas aller à l'école, comment on fait pour se former sur des gestes? Et ça a été une belle initiative d'envoyer des casques aux étudiants chez eux pour qu'ils puissent vivre des situations pratiques et débriefer ensuite à distance. Et d'autres initiatives aussi qui ont permis notamment de faire des essais de formation du personnel médical dans les maisons de santé, notamment pour le Covid, où là, pareil, l'université avait la capacité de créer des modules de prévention et de les distribuer dans les EHPAD. Et donc ça peut être aussi un moyen d'avoir notamment les écoles qui collaborent de plus près avec les entreprises sur des sujets terrain. Et donc, notamment, des groupes comme Coriance s'intéressent aussi à comment est-ce qu'ils pourraient travailler avec une université comme l'Université de Limoges et trouver des synergies. Donc, on voit que ce côté digital, ça permet à tout le monde de nouvelles choses et ça permet une nouvelle collaboration plus pratique. Voilà. Donc bon, on travaille aujourd'hui depuis plusieurs années. Ça fait bientôt 4 ans qu'on est sur notre déploiement de cette méthode et de cette plateforme. On travaille avec pas mal de groupes industriels, de groupes de services. Ça, c'est un sous-ensemble des clients avec qui on avance, qui ont tous approché la réalité virtuelle à leur manière et puis utiliser nos solutions et nos conseils et nos méthodes pour arriver à en tirer un résultat et des choses qu'ils vont pouvoir répéter et faire à grande échelle pour le plus grand bénéfice possible. Voilà, donc pour résumer notre solution, hein, c'est 3 gros piliers. C'est digitaliser le savoir-faire et le terrain. C'est le délivrer à grande échelle avec les casques de réalité virtuelle, mais pas que, parce qu'en fait, on marche sur tous les appareils. Donc, le but, c'est aussi que ces contenus puissent être hautement disponibles sur des PC, comme sur des smartphones, avec des cardboards ou sans. Mais bien sûr que petit à petit, les entreprises puissent vraiment, et les écoles puissent passer à la vraie réalité virtuelle avec les casques, à la vitesse. J'espère que, en tout cas, la situation Covid permettra maintenant d'accélérer encore plus. Et enfin, il y a tout un volet d'analyse parce que toutes ces expériences en fait sont contrôlées, sont dans un système qui génère des nouvelles données d'apprentissage qui peuvent être bien sûr utilisées pour donner un feedback très riche à l'apprenant et un feedback consolidé très intéressant pour l'entreprise qui essaie de s'améliorer. Voilà, donc de façon plus visuelle,
nos outils de création, c'est comprendre la caméra 360 et amener ça dans un éditeur et permettre de créer très facilement en quelques clics des modules dans une sorte de PowerPoint 360. Déployer les modules, ça va être y accéder par le web ou par notre application Unity qui permet justement de télécharger ces modules, de les mettre à disposition et d'en profiter dans toutes les situations, de se connecter au système d'information de l'entreprise ou de l'école et de restituer, de collecter, de prendre des données de comportement, de les analyser, de les restituer pour en tirer un maximum de bienfaits. Voilà. Et bon, pour résumer, nous, ce qu'on apporte aux entreprises, c'est notre capacité à créer ces expériences, mais à leur apprendre à le faire. Donc, on va co-créer, on va assister, on va conseiller, on va aider à se lancer. Et puis ensuite, on va fournir cette plateforme, cette solution sous forme de licence pour que le client puisse, lui, prendre en main sa destinée vers le chemin de l'immersive learning. Et puis, on va aussi aider les entreprises à acquérir le bon matériel ou en tout cas les bons premiers kits pour capturer en 360 comme pour délivrer ces expériences. Voilà. Pour conclure, voilà, on est une belle équipe de 25 personnes. On est à Station F depuis le début. On a hâte de pouvoir y retourner avec la fin de tous les confinements. On a la chance d'être accompagné par des super entreprises qui sont aussi pionniers sur ces sujets et avec qui on explore tous les possibles et on découvre avec eux des très bonnes façons d'approcher ce changement, cette transformation. Et voilà, donc maintenant notre but, c'est de continuer à délivrer ces possibilités à un maximum d'entreprises et d'écoles et de faire en sorte que ça puisse devenir une vraie habitude qui change la vie et qui permet de tirer profit au maximum du terrain quand on y est ou quand on n'y est pas. Voilà pour moi. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup pour ta présentation. On aura sûrement, j'espère, des questions à la fin. Vincent, je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis Vincent Dehalle, le fondateur de Driver, qui est une solution de prévention du risque routier. Alors, je vais vous partager tout de suite mon écran. Hop. Alors, je prends juste un instant pour mettre en mode lecture. Ça marche? Ah non, ça a perdu le partage d'écran, excusez-moi. Je suis trompé de raccourci clavier, c'est mon PC qui s'est verrouillé, c'est pour ça. Wow. Ok, c'est l'effet Bonaldi, c'est pas grave. Ça va, Tout à fait. On va y arriver et on est bon. Voilà, super. Alors, moi, je prends la suite de David et je vais vous présenter, nous, notre startup qui est, contrairement à David, une application très précise. J'ai adoré la présentation de David parce que avec leur techno, ça permet de couvrir un tas de possibilités et c'est intéressant de voir en contraste. Nous, on a fait une autre approche. On s'est spécialisé vraiment sur une question qui est le risque routier et pour la traiter à fond grâce à la réalité virtuelle et une approche centrée sur les neurosciences. Alors, le risque routier, en 2 mots pour introduire le sujet pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. Tout à l'heure, David parlait d'applications sur santé-sécurité. C'est le cas notamment en entreprise où l'employeur en fait doit gérer les risques auxquels ses salariés sont appliqués et dont le risque routier fait partie. Il faut savoir qu'en France, c'est la première cause de mortalité dans les accidents du travail. C'est environ chaque année 4 millions de journées de travail qui sont perdues pour des gens qui sont blessés. Et donc, c'est un enjeu majeur de santé publique. À l'échelle du monde, c'est un enjeu aussi extrêmement colossal. C'est la première cause de mortalité chez les moins de 30 ans, toutes causes confondues. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et sur lequel il y a matière à faire. Et la réalité virtuelle apporte quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir notre start-up. Donc, on est une petite start-up bordelaise créée il y a 1 an et demi avec 2 associés. Et on vise à apporter cette solution vraiment centrée sur les neurosciences et je vais vous en parler tout de suite.
pour lutter pour le risque routier. Enfin, contre le risque routier d'ailleurs. Quand on se parle risque routier, on se parle forcément conduite. Et quand on se parle conduite, notamment chez des personnes qui ont le permis, on se parle de salariés qui utilisent leur voiture soit pour les trajets professionnels, soit pour des salariés qui viennent au travail le matin en voiture. Tout le monde sait conduire. On n'a pas forcément une expertise poussée sur apprendre à conduire, et ça, ce sont des choses que les gens maîtrisent. D'ailleurs, un grand nombre d'aspects de la conduite sont totalement automatisés d'un point de vue cognitif. Apprendre à passer les vitesses, à tenir le volant, c'est des choses qu'on apprend en auto-école et qui après on fait spontanément. Par contre, ce qui ne s'automatise pas et ce qui est un vrai enjeu de gestion du risque, c'est tout ce qui est les compétences non techniques. Alors quand on parle de compétences non techniques, c'est analyser une situation, capter l'information, faire un pronostic de ce qui va se passer dans l'instant d'après pour au final avoir la bonne décision. Et en fait, quand on creuse d'un point de vue neuroscientifique ce qui se passe dans nos cerveaux là-dessus, on se rend compte que l'être humain en fait a une boucle qui consiste à à chercher de l'information, à faire une hypothèse et aller chercher confirmation de cette hypothèse. En gros, je vous prends un cas très très simple pour que tout le monde se sente en voiture. Vous êtes au volant, vous voyez un enfant qui est en train de jouer sur le côté de la route. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes un peu expérimenté? Vous allez le surveiller parce que vous savez que c'est un enfant et vous savez qu'il peut réagir de manière totalement imprévisible. Donc, vous l'avez vu, vous l'avez analysé et vous avez fait une hypothèse sur ce qui pouvait se passer. Et donc, du coup, grâce à cette hypothèse, vous allez renforcer le contrôle que vous allez avoir sur l'enfant pour s'assurer que, il se met pas, que son ballon tombe pas et qu'il commence pas à surgir au milieu de la route. Et ça, cette boucle-là, c'est ce qui est extrêmement fort et c'est ce que la réalité virtuelle permet de travailler en notion de prévention du risque, de sensibilisation, parce que si vous ne faites pas la bonne hypothèse, vous n'allez pas forcément prêter attention à l'enfant et donc vous allez vous faire surprendre au moment où ça va arriver. Et donc c'est ça la sensibilisation, c'est de savoir anticiper parce qu'on est capable, et même si c'est totalement inconscient, d'émettre une hypothèse, d'analyser une situation et d'avoir une boucle comme ça en continu. Et là-dessus, la réalité virtuelle permet une chose que la formation classique ne permet pas, notamment, c'est l'analyse de ce que voit et fait le participant ou le stagiaire. La prévention du risque routier en entreprise actuellement, c'est souvent, majoritairement, soit des présentations avec des PowerPoint, c'est parfois des présentations qui sont sur circuit. Tout à l'heure, David prenait l'exemple d'Alstom avec des formations qui sont plus larges que la question de risque routier, mais qui ont les mêmes contraintes. C'est de former des gens sur des situations qui sont soit risquées, soit coûteuses à mettre en œuvre. Et forcément, mais quand c'est risqué ou coûteux, on ne peut pas dispenser des formations sur un grand nombre de personnes. Et forcément, on restreint l'application de ces formations en quantité et aussi en fréquence. Là, grâce à la réalité virtuelle, on permet notamment de répéter ces formations, de les dispenser à un plus grand nombre de personnes, mais aussi d'aller plus loin parce que faire un stage sur circuit, c'est très très bien, mais ça coûte très cher. Et encore une fois, on ne peut pas le faire à tout le monde. Et en plus de ça, il y a des choses qu'on n'arrive pas à avoir même sur circuit ou même sur route. C'est exactement ce que la personne voit. Et nous, grâce à la réalité virtuelle, justement, ce qu'on va chercher, c'est analyser le regard de manière le plus fin possible avec de l'eye tracking, de telle façon à combiner ces informations-là avec les décisions qui sont prises par le conducteur pour derrière pouvoir faire un bilan et pouvoir le mettre dans des situations où on analyse ce qu'il fait et derrière on peut faire un conseil. Et ça, c'est hyper important parce que finalement, quand on analyse les causes de l'accidentologie au niveau de la route, on se rend compte que la plus grande partie des accidents sont liés à des perceptions, des problèmes de perception. C'est j'ai pas vu ou je sais pas ce qui s'est passé, il n'était pas dans mon champ de vision. En fait, bien souvent, l'obstacle, le danger était visible, mais l'attention était ailleurs. Et c'est ce que nous, on permet de montrer et on permet de mettre en application des choses très, très simples là-dessus où on peut dire à la personne, vous voyez,
là, tel qu'on le voit sur l'écran, les cartes de chaleur permettent de montrer, bah voilà, vous avez une attention qui n'était pas portée forcément sur l'obstacle à ce moment-là. En fonction des décisions qui ont été prises avant, pendant et au fil du temps, on est capable de boucler en expliquant ce qui s'est passé. Et donc, on est très concret, très pragmatique en disant, voilà, ça, c'est la situation, c'est ce que vous avez fait et voilà ce que vous auriez pu faire pour l'éviter. Et l'exemple de ces deux illustrations qu'on voit là à l'écran, à gauche, vous avez le cas d'une personne qui est un motard, donc quelqu'un qui est assez sensible à sa sécurité parce que forcément sur la route, bah, c'est la carrosserie entre guillemets, c'est lui, et il a un champ de vision qui est assez large avec beaucoup de recherche d'informations. A contrario, à droite, vous avez une personne. Quand on a fait le test, je ne savais pas, hein, les personnes se sont présentées sur le même exercice à quelques minutes d'intervalle. Cette personne-là m'a dit, moi, j'ai le permis, ça fait quelques années, je conduis très très peu et c'est pas mon truc, quoi. Je fais aujourd'hui l'expérience parce que ça fait partie de la mission du jour, mais voilà, mon contexte personnel, c'est celui-là. Ok, très bien. Quand on a débriefé les résultats, voilà ce qu'on a vu et on se rend compte que la personne qui se disait moins à l'aise a aussi un champ de vision qui était extrêmement centré devant, voire plongeant face à la voiture. Et donc, voilà, on a pu montrer de manière extrêmement concrète les différences de perception. Et donc, derrière, nous, l'idée, c'est de proposer, de travailler pour avoir des exercices qui puissent s'adapter à la personne et qu'on puisse tirer la personne vers le haut en l'emmenant sur des exercices qui vont l'aider, elle, vraiment comme elle est. Et donc, d'avoir une analyse qui est vraiment personnalisée. Et donc, en ça, on répond à l'enjeu du risque routier, non seulement par le côté innovant, par le côté personnalisé, et en plus de ça, quand on combine ça avec toutes les possibilités d'une plateforme web, de dire aux entreprises, vous pouvez maintenant faire la formation à votre rythme, sans forcément mobiliser vos équipes pendant toute une journée ou une demi-journée, comme c'est le cas quand vous faites des formations sur circuit ou des formations qui sont très contraignantes en termes de logistique. Et donc, on ouvre les possibilités en termes de formation. Et ça, c'est ce que la réalité virtuelle permet de combiner, permet de nous apporter, combiner avec des neurosciences pour aller plus loin dans l'analyse et dans la prise de conscience. Voilà notre démarche. Aujourd'hui, on est focalisé sur le risque routier. On travaille notamment avec la sécurité routière dans notre région en Nouvelle-Aquitaine. Mais demain, on ouvre des possibilités qui sont aussi extrêmement intéressantes parce que les mécanismes que je vous ai expliqués qui sont liés au risque routier, on se rend compte que ce sont des mécanismes qui sont aussi extrêmement liés à l'éco-conduite, c'est-à-dire à comment conduire de manière plus écologique. Et donc, finalement, avec la même démarche, avec les mêmes questions et les mêmes techniques, on est capable aussi de traiter des enjeux écologiques et économiques pour une entreprise avec un ROI qui est beaucoup plus facile en plus à montrer parce que quand vous faites baisser une facture de carburant sur un camion ou sur une voiture, bah, c'est tout de suite très intéressant pour l'entreprise. Donc voilà la présentation, ce qu'on pouvait dire rapidement pour présenter Driver, ce qu'on est en train de développer et ce qu'on est en train de mettre en place pour jouer sur plusieurs tableaux, le risque routier, demain les volets éco-conduite et à terme, pourquoi pas aller aussi vers la formation initiale des conducteurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Vincent. Et Jérôme, the stage is yours. Merci. Je rends la main tout de suite. J'ai juste un petit souci sur le partage d'écran. Bah, ouais, voilà, c'est tout bon, c'est tout bon. Juste une petite précision pour l'audience. Si vous pouviez commencer à mettre des questions sur le chat, on va les reprendre à la fin. Donc, s'il y a des questions qui vous traversent l'esprit, n'hésitez pas à poser les sur le chat. Merci. Jérôme, à toi. Merci. Voilà, j'ai partagé mon écran déjà. Donc, bien, merci Mohamed et merci à la VRR Association pour nous recevoir aujourd'hui. Donc, Unity est membre. D'ailleurs, j'ai rencontré Mohamed le jour où nous avons rejoint donc la VRR Association cette année. Donc, ravi d'être ici et de pouvoir présenter donc Unity. J'ai pensé en fait
que les gens qui seraient ici aujourd'hui connaissent Unity, mais je vais quand même faire une petite introduction au cas où. Donc, je vais commencer avec moi. Donc, mon nom est Jérôme Moret-Delaunay, effectivement, je suis français. J'ai quitté la France en 93 où j'ai bougé aux États-Unis et ensuite en Angleterre. Donc, je vais vous demander de m'excuser si c'est pas mal de franglish aujourd'hui. En plus, c'est vrai que la terminologie en général autour de cette technologie est malheureusement quasiment 100% anglaise. Mais bon, je vais faire de mon mieux pour traduire et m'assurer que j'ai un français à peu près potable. Donc, je suis spécialiste technique chez Unity. Donc, en fait, c'était un rôle qu'on appelait autrefois évangéliste. Donc, je suis un représentant, un avocat pour la plateforme, mais aussi un avocat pour nos utilisateurs, donc auprès de notre plateforme en interne, auprès de nos produits et de notre recherche et développement. Donc, une interface avec la communauté pour présenter, bien sûr, notre technologie et les solutions associées. J'ai commencé à utiliser Unity en 2009. Avant ça, j'étais un développeur Flash et j'ai switché à Unity pour pas faire en fait beaucoup de, basculer sur Unity pour faire du développement mobile, bien sûr, à l'époque iPhone, iPad, etc. Lorsque tout ça est sorti, mais aussi très tôt un focus sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle et les installations pour des compagnies comme Tata, Airbus, Panasonic Avionics et aussi dans l'architecture pour des architectes comme Herzog de Meuron ou Zaha Hadid. Donc, j'ai rejoint Unity en 2018 en tant qu'ingénieur solution, donc au niveau de la force de vente, où j'ai travaillé avec tous les gros industriels européens. Et donc, je suis maintenant un peu plus focus sur le marketing et l'amplification de notre message dans les verticales, dans ce qu'on a, avec une spécialisation dans le transport, l'automobile et la fabrication, le manufacturing. Vous avez mes infos là, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou email ou sur Twitter, enfin principalement email et Twitter. Je vais commencer par une petite introduction de ce que nos clients font avec Unity. Donc, David a déjà mentionné effectivement qu'ils utilisaient Unity pour une partie de leur plateforme. La raison est Unity, donc ça fait à peu près depuis 2004 que nous existons. C'était un moteur de jeu à l'origine qui a été créé pour faire un jeu qui n'a pas marché, mais le moteur, lui, par contre, a été donc mise en vente à la communauté et est devenue la plateforme aujourd'hui. Nous sommes passés publics l'année dernière et donc nous avons maintenant quasiment 4000 employés, des utilisateurs dans tous les pays du monde, des joueurs dans tous les pays du monde. Donc Unity, si je regarde rapidement les dernières statistiques, c'est 5 milliards de téléchargements tous les mois de jeux ou applications faites avec Unity. C'est 71% des 1000 plus gros jeux mobiles qui sont faits avec Unity, donc plus des 2/3, 50% de tous les jeux, quelle que soit la plateforme, donc mobile, PC et console, qui sont faits avec Unity, 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels, donc qui utilisent, qui créent ou qui opèrent leurs jeux donc sur notre plateforme, et bien sûr un déploiement possible sur plus de 20 plateformes, donc en utilisant notre éditeur. Donc aussi une communauté donc mensuelle de créateurs eux-mêmes qui est au-delà, je crois, d'1,5 million tous les mois, qui créent du contenu avec Unity. Donc la conséquence, c'est que lorsqu'un fabricant de casques de réalité virtuelle, casques de réalité augmentée, veut donc ouvrir leur plateforme aux développeurs, Unity, grâce à notre communauté et à notre obsession en fait à vraiment aider la communauté à avoir du succès avec leurs produits et leurs solutions, fait que en fait ils soutiennent, ou du moins ils sont compatibles avec notre plateforme immédiatement pour avoir accès à cette communauté de créateurs. Donc ça fait qu'on a effectivement une prévalence aussi dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Je vais commencer aujourd'hui avec Volvo, donc, qui est une compagnie avec qui nous avons un partenariat assez rapproché. On fait beaucoup de travail ensemble au niveau de l'innovation, de la recherche et le développement. Et Volvo, en fait, a commencé à adopter Unity dans le service de design pour créer un pont entre le design et l'ingénierie, donc pour accélérer la collaboration, mais aussi réduire leur dépendance sur des modèles physiques. Les modèles physiques étaient faits en polystyrène ou avec clay en anglais, mais de l'argile.
Donc, sculpté à la main, très coûteux, très lent, très complexe à gérer, puis aussi très limitant, puisqu'en fait, il faut être physiquement près du modèle pour vraiment l'apprécier. Donc, bouger tout ça sur une plateforme digitale avec Unity au centre pour assurer en fait ce pont entre non seulement les équipes, mais aussi les plateformes. Hein. Donc, bien sûr, chaque métier a son propre outil. Hein. La création de modèles 3D ne se fait pas dans Unity forcément, bien sûr, puisque c'est plus une plateforme de temps réel, donc pour vraiment avoir accès et à pouvoir interagir avec les données en temps réel. Donc, il faut qu'on puisse connecter cette plateforme a beaucoup d'outils et on a un modèle ouvert donc où il y a des extensions de toutes nos fonctionnalités qui sont assez faciles pour les développeurs et les créateurs, donc pour intégrer dans leur solution. Et Volvo utilise notamment donc les casques Vario, principalement les casques XR, donc qui ont la capacité de passer la vidéo donc pour voir l'environnement, mais aussi augmenter ça avec des données donc digitales, style réalité augmentée, et embarquer ça même dans les véhicules maintenant pour tester donc les interfaces utilisateurs, par exemple pour les HUD, hein, les écrans augmentés qui arrivent maintenant dans les véhicules, et aussi donc l'ergonomie, etc. Et en temps réel, et faire ça dans la voiture. Compagnie comme Lockheed Martin, donc aux États-Unis, hein, dans l'aérospace, utilise Unity pour une solution qui s'appelle ChillNet, qui est une plateforme de collaboration donc dans le design, qui leur permet aussi de réduire leur dépendance sur les modèles physiques, mais aussi de faire de la collaboration à distance. Donc, bien sûr, un retour sur investissement immédiat de quasiment $1,5 million en réduction de coûts de voyage, mais aussi donc une capacité maintenant avec donc Covid et le distancement et les difficultés de voyage, à pouvoir toujours collaborer en utilisant donc ce réseau de caves immersives ou de casques donc de réalité virtuelle pour se connecter à cette plateforme, et aussi une réduction de coûts donc de plus de 10 millions par exemple avec la création assistée par réalité virtuelle. Donc vraiment des retours sur investissement conséquents et une accélération, ou du moins et pouvoir éviter en fait des perturbations dans le développement de produits. Toyota, en collaboration avec Unity, Microsoft, et bien sûr utilise donc la HoloLens, le casque de réalité augmentée immersif donc de Microsoft, pour aider à la formation de leurs techniciens, et aussi donc non seulement à la formation, donc l'éducation, mais aussi à l'accompagnement durant leur travail, hein, donc en temps réel, pour éviter qu'ils ne ratent par exemple des étapes qui peuvent être coûteuses ou avoir des conséquences graves pour le véhicule. Donc même les utilisateurs expérimentés, comme on l'a vu avant par exemple avec Driver, peuvent faire des erreurs, sont fatigués comme tout le monde, ont une mauvaise journée ou peuvent rater une étape. Et c'est cette nouvelle plateforme qui est développée par Toyota, donc Microsoft, sur Unity, permet donc de cibler ces cas de figure où l'utilisateur va rater par exemple une étape et éviter ou leur rappeler de faire quelque chose s'ils l'ont raté. Voilà. Et bien sûr, aussi accélérer la formation, comme il l'indique, ce qui prenait des jours avant pour pouvoir donc apprendre, maintenant prendre quelques heures grâce à ces outils. Similaire à ce que David a présenté, hein, donc Intel, Skanska utilise la réalité augmentée pour la formation et sur la sécurité dans les milieux de la construction, donc où il y a des outils et bien sûr des environnements qui sont très très dangereux et où il est possible effectivement d'avoir des accidents très graves. Donc, ils ont mis en place un programme de réalité virtuelle qui leur permet de sensibiliser leurs employés aux dangers donc sur les lieux de travail, et aussi ont étendu ça en fait à la digitalisation du processus de construction, qui leur permet aussi de visualiser maintenant les phases de construction et aussi de voir donc en temps réel où est un site de construction par exemple dans son progrès, mais aussi quels sont ce qui doit être livré, etc. Donc un effort de digitalisation qui a commencé avec la formation et qui maintenant vraiment transforme tout le business de Skanska, bien sûr, qui est un des plus gros constructeurs mondiaux.
Shop Architect, pareil, utilise la réalité augmentée, donc, et principalement notre solution Reflect, donc, qui permet de connecter en fait les données BIM, donc les données. Jérôme, je ne sais pas si tu partages tes slides. Moi, je les ai. Ah, pardon. Elles ont disparu. Ouais. Ah, c'est bizarre. Ça a marché ou ça n'a pas marché du tout? Si, c'est juste, ça fait quelques minutes. Ah, Si, ok, c'est bon. pardon. Voilà. On Oui, a c'est dû- bon. On a dû manquer de 2 images, ouais. Vous avez raté ma super image Toyota alors? Ouais. Je la remets pour que les gens puissent la voir, mais de toute façon, on peut partager je peux partager la présentation après, hein, donc ça, c'est pas un souci. Ok. Bon, on revient sur Shop Architect, donc, qui utilise donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle, hein, pour pouvoir donc non seulement visualiser dans le design leur création, mais aussi pouvoir donc superimposer les données digitales aux données physiques, donc à l'environnement physique de la construction, pour voir par exemple si tout s'aligne bien ou si les choses sont comme elles doivent être pour assurer une construction correcte. Et encore une fois, dû à l'utilisation massive de Unity pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle, on a des sociétés comme SAP, donc, qui sont plus dans les systèmes donc, de gestion de business, hein, de gestion de données, donc, pour effectivement l'opération de business, d'utilisation de process, etc., ont maintenant développé ce qu'on appelle des SDK, donc des plugins pour Unity, pour intégrer leurs données directement avec notre plateforme. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment super à voir, puisque leurs utilisateurs, leurs clients utilisent Unity pour leur application et avaient besoin effectivement de ces connecteurs pour pouvoir facilement intégrer leur système SAP qu'ils utilisent dans leur société, dans leurs applications Unity pour la formation, mais aussi pour, comme vous pouvez voir, la visualisation augmentée du status de machine, comme dans la fabrication ou les milieux industriels, hein, ainsi que la collaboration, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on adore voir. En fait, ce sont nos clients qui aident leurs clients à adopter notre plateforme ou du moins à intégrer leurs solutions dans notre plateforme. Ça, c'est vraiment super positif. Bon, je vais passer un petit peu plus dans le domaine technique. Encore une fois, si vous avez des questions sur les cas de figure que j'ai présentés, je vous invite à les poser dans la section questions-réponses. Et maintenant, je vais passer donc sur un petit peu une mise à jour sur notre plateforme, hein, qui commence avec un éditeur, donc l'éditeur de Unity, et c'est pour annoncer qu'en fait, à partir de 2020, donc la version courante de l'éditeur, hein, nous avons plusieurs versions en parallèle qui sont alignées avec les années, donc 2019.3, 2020 et 2021 sont les trois qui sont en utilisation ou en développement actuellement. Et il y a un gros changement entre 2019 et 2020, c'est que la manière dont on intégrait autrefois la réalité virtuelle et la réalité augmentée a été donc mise en veille et maintenant remplacée par un nouveau système, hein. Donc, si vous effectivement vous utilisez ce qu'on appelle le Legacy XR, donc vous êtes obligé d'utiliser 2019, y compris 2019.4, hein, donc qui est ce qu'on appelle le Long Term Support, qui sera soutenu jusqu'à la fin de 2022. Et à partir de 2020, donc vous devez utiliser la nouvelle solution donc pour l'intégration de réalité virtuelle et réalité augmentée, ce qu'on appelle le XR SDK. Donc ça, c'est une unification en fait de toutes ces plateformes. Après 5 ans de développement dans la réalité virtuelle et en collaboration avec nos partenaires, nous avons décidé donc d'harmoniser l'interface sur notre plateforme de toutes les plateformes de réalité virtuelle et réalité augmentée, que ce soit Oculus, Microsoft, et ARKit et Arcore, donc d'Apple ou Google, mais aussi donc une ouverture dans notre effort de démocratisation donc de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est aussi assurer que des plus petits vendeurs qui ne sont pas forcément Google, Facebook ou Apple puissent aussi donc intégrer leurs solutions dans notre moteur. Et ça, c'est très important puisque c'est ce qui fait partie de l'innovation. Ce sont les nouveaux arrivants dans l'écosystème, comme les sociétés comme Nreal, par exemple, avec leur casque de réalité augmentée, similaire à HoloLens. Donc, c'est pouvoir les aider aussi à avoir cet accès donc
unifier et donc simplifier aussi l'intégration de leurs solutions avec notre plateforme. Et comme vous pouvez voir, les vendeurs donc, ont leur propre plugin qui ont accès à l'interface, mais tous les vendeurs ont accès aux mêmes interfaces. Ça inclut aussi la plateforme OpenXR, qui est très importante encore une fois pour la démocratisation et aussi l'harmonisation un petit peu du développement dans la réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc OpenXR, tous les grands fabricants, toutes les plateformes sont membres d'OpenXR, Apple, Google, nous bien sûr, Unreal, toutes les fabricants comme Microsoft. C'est d'ailleurs en train de devenir la plateforme privilégiée pour le développement de solutions HoloLens, par exemple. Microsoft est très investi dans OpenXR parce qu'il voit un gros avantage donc, d'avoir ces pipelines unifiés donc, et communes avec toutes les plateformes donc, sur lesquelles on peut développer du contenu comme la nôtre, mais aussi une mise à jour de la manière de travailler. Donc, il y a des choses qui sont vraiment top avec ce SDK, donc principalement la validation de projet, donc qui permet de voir rapidement s'il y a des problèmes dans la manière dont le projet Unity est mis en place. Il y a des choses qu'il faut mettre à jour, par exemple, dans les settings, mais aussi le contrôle des features, donc des capacités ou des fonctionnalités par plateforme, qui permet aussi de manager donc, la complexité, parce qu'effectivement, de plus en plus de plateformes ont beaucoup de fonctionnalités comme la HoloLens ou Magic Leap, par exemple, qu'il faut manager et ça devient un petit peu compliqué. Donc là, c'est une manière unifiée de le faire et aussi donc centralisée pour avoir toutes les capacités disponibles dans un seul menu. Voilà. Une des abstractions donc, que nous fournissons au-dessus du XR SDK, donc c'est AR Foundation. Et AR Foundation, encore une fois, c'est aussi une abstraction donc, de ARKit et ARCore, donc Apple, Google, donc pour le téléphone, la réalité augmentée par téléphone, mais aussi Magic Leap et HoloLens. Donc, il n'y a pas forcément couverture de toutes les capacités pour toutes les plateformes, mais on essaye d'unifier ça et de rajouter dès que les plateformes en fait soutiennent, par exemple, on va dire le meshing, donc la génération de données 3D pour l'environnement, par exemple, pour les objets. Dès que c'est rajouté sur une plateforme, on l'unifie, on fait une abstraction, et comme ça, vous pouvez utiliser l'API de meshing de Unity, vous n'avez pas à vous soucier de quelle plateforme derrière vous fournit les données. C'est nous qui faisons cette interface. Donc voilà, vous avez du meshing donc pour avoir accès en fait aux données 3D de l'environnement d'utilisateur. Nous avons aussi rajouté donc l'occlusion, c'est-à-dire pouvoir cacher les données digitales s'il y a des objets physiques qui sont devant. Donc ça a effectivement un système immersif beaucoup plus réaliste. Et on vient de rajouter sur notre dernière version donc, de AR Foundation les capacités de ARCore donc sur la plateforme de Google pour enregistrer et rejouer les données. Ça, c'est super utile aussi pour la simulation. Mais aussi donc, pouvoir distribuer les objets plus facilement dans nos solutions de Asset Bundles, par exemple, pour les objets et les images. Les images, c'est principalement aussi les marqueurs qui peuvent être utilisés pour faire la reconnaissance, par exemple, et l'ancrage de contenu. XR Interaction Toolkit, pareil, c'est une librairie d'abstraction des interactions qui fonctionne pour toutes les plateformes, donc AR, VR, mais aussi pour mobile, par exemple, et donc qui permet de travailler dans un système interactif pour pouvoir donc ensuite distribuer le contenu sur ces plateformes-là. Là-dessus, il y a aussi une nouvelle, un nouveau cours qu'on vient de sortir qui s'appelle Create with VR sur notre plateforme learn.unity.com. C'est gratuit, c'est accessible à toute la communauté pour apprendre à utiliser donc ces nouvelles manières de travailler donc avec Unity, XR Interaction Toolkit, XR SDK, etc. Et à donc créer du contenu. Et XR Interaction Toolkit donc inclut dans les dernières mises à jour donc des systèmes de navigation comme Smooth VR Locomotion, donc pouvoir transitionner de manière pas forcément téléportation, mais bouger
un peu plus de manière réaliste. Notre système de input, donc et aussi l'émulation de clavier souris, et bien sûr le soutien aussi de OpenXR, donc puisque c'est une plateforme maintenant qu'on soutient officiellement. Il y a aussi un GitHub, donc des exemples qui sont disponibles open source pour la communauté que vous pouvez voir au lien que j'ai indiqué. Mars, c'est un produit commercial, donc un ajout sur l'éditeur. C'est pas inclus avec Unity, donc c'est un achat séparé. D'ailleurs, il y a un essai de 45 jours si vous allez sur le site Unity et la page donc Unity Mars. Mais c'est des outils donc d'aide à la création de contenu pour la réalité augmentée dans l'éditeur avec un focus sur la simulation de données maximum dans l'éditeur, c'est-à-dire ne pas forcément avoir accès non seulement à l'environnement pour tester, mais aussi au matériel. Donc, par exemple, c'est utiliser des vidéos pour faire de la reconnaissance donc d'environnement pour la réalité augmentée, utiliser des données qui ont été enregistrées, par exemple, sur un téléphone, pour ensuite les simuler dans l'éditeur. Et donc, les développeurs d'applications n'ont pas forcément besoin d'avoir accès au matériel lui-même, ou du moins d'avoir à publier à pousser l'application sur le téléphone, par exemple, pour tester, qui est très consommateur de temps lorsqu'il s'agit de développer des applications de réalité augmentée, mais aussi des systèmes de simulation pour pouvoir créer des environnements synthétiques dans l'éditeur et tester, par exemple, ce qu'on appelle fuzzy logic. Donc, c'est une logique, par exemple, de se dire, je veux un espace de 2 mètres par 2 mètres sur un mur pour ancrer mon contenu. Vous pouvez faire ça directement dans l'éditeur et tester que votre logique fonctionne avant d'avoir à tester l'application de manière physique dans votre environnement ou là où elle va être consommée. Donc, ça vous permet aussi de modéliser tout ça et en fait d'accélérer cette boucle de création de contenu. Là-dessus aussi, donc nous venons d'annoncer finalement, et je sais que Mohamed avait attendu ça depuis longtemps, notre effort dans la virtual production. Donc ça a plusieurs, bien sûr, branches. Il y a un projet donc de démo qui permet de voir un peu comment faire de l'animation, gérer les timelines par exemple pour donc créer par exemple votre propre petite animation dans Unity avec des données qui ont été créées en partenariat avec un studio, mais il y a aussi une partie application. Donc nous avons la nouvelle Unity Virtual Camera qui permet de vous connecter à l'éditeur par exemple et d'utiliser votre tablette ou téléphone iOS donc par l'API ARKit pour contrôler la caméra dans l'éditeur de manière réaliste, en la bougeant de manière physique dans votre environnement. Vous pouvez donc manipuler la caméra qui est dans l'éditeur. Vous pouvez bien sûr manipuler la profondeur de champ, le zoom, la manière dont la caméra va bouger, mais aussi, bien sûr, faire des prises et enregistrer tout ça pour pouvoir ensuite l'utiliser dans l'éditeur. Aussi, une seconde application a été mise en ligne. Elles sont accessibles en open beta. Donc, il y a pour vous enregistrer, j'ai mis le lien en bas pour vous inscrire, j'ai mis le lien en bas de cette page. Face Capture, donc, qui vous permet d'enregistrer votre visage et de transférer ça pour animation, donc directement dans l'éditeur, encore une fois, pour accélérer la création de contenu. Voilà, donc ça, c'est les premières briques, en fait, pour cette partie qui est très importante aujourd'hui pour la création de contenu immersif, donc avec Unity. Gros annoncement en mars, c'était la société Vario qui est devenue donc une société vérifiée, donc Solution Partner, qui est le premier en fait fournisseur de casques qui est vérifié donc avec nous. Donc on travaille avec eux pour assurer que leur SDK fonctionne parfaitement avec la plateforme et aussi est intégré dans la manière la plus optimale. Vario, si vous connaissez pas, c'est un casque avec une partie donc qui est très très haute résolution au centre de l'écran. Donc en fait il y a 4 écrans dedans, 2 qui sont en très haute densité pixels. Ça inclut bien sûr des capteurs LiDAR et
et qui permettent donc de faire du scanning, de scanner l'environnement, mais aussi donc des caméras stéréo pour faire une reconstitution de profondeur de champ. Le XR3 a la capacité de passer la vidéo en temps réel, vidéo haute résolution, donc pour en fait pouvoir fusionner l'environnement réel avec l'environnement, enfin la donnée digitale, et inclut UltraLeap, qui était autrefois Leap Motion, pour le captage la manipulation, donc avec des mains, sans utiliser de contrôleur. J'ai inclus les données techniques du Vario, qui sont bien sûr exceptionnelles. Ils ont aussi réduit les coûts, bien sûr, et le XR3 est absolument monumental, puisqu'il comprend aussi donc le Inside Out Tracking, qui permet donc de ne pas utiliser des bornes pour suivre, pour positionner le casque en 3D, similaire à ce que fait le Quest, par exemple. Donc ça, c'est vraiment top. En parlant d'intégration Oculus, justement, donc il y a bien sûr une intégration qui vient dans notre package manager, qui est le XRSDK plugin. Il y a aussi une intégration un peu plus conséquente sur l'Asset Store. Donc l'Asset Store, c'est une plateforme qui est associée avec Unity où les créateurs peuvent commercialiser ou distribuer leur contenu. Dans ce cas-là, c'est gratuit. De toute façon, c'est Oculus qui le fournit. Et qui, bien sûr, ouvre des capacités spécifiques à leur plateforme, comme leur SDK d'avatar, leur SDK de audio 3D, donc LipSync, justement, pour reconnaître donc pour animer les avatars, en fait, suivant ce que la personne dit avec leur casque virtuel, et le hand tracking. Et là, j'ai aujourd'hui, d'ailleurs, fait cette petite capture d'écran justement pour montrer qu'avec un Oculus Quest et le câble Link maintenant, on peut dans l'éditeur de Unity avoir accès donc au hand tracking qui encore une fois permet donc de tester en fait les applications qui vont être ensuite par exemple distribuées sur le Quest, donc l'application mobile, de tester ça dans l'éditeur directement sans avoir forcément à publier, ce qui encore une fois est une réduction de temps et de coût qui est conséquente. Voilà. Vous avez aussi un lien pour donc un peu plus d'informations sur l'intégration avec Unity. Microsoft Mesh, bien sûr, ça a été le gros annoncement aussi de Microsoft le mois dernier. La plateforme privilégiée, donc soutenue dès le départ, bien sûr, c'est Unity, mis à part leur SDK natif. Plein d'informations, de très très bonnes vidéos de Microsoft justement qui expliquent comment intégrer Mesh. Mesh, en fait, encore une fois, c'est une abstraction sur beaucoup de leurs services qui sont maintenant sous une ombrelle, donc par un SDK qui s'appelle Mesh. Mais donc, c'était des choses comme Azure Remote Rendering, par exemple, qui étaient dispo avant, qui ont maintenant été unifiées par cette offre. Si vous faites du développement justement Mixed Reality avec Microsoft, j'ai découvert ce petit outil qui vient de Microsoft d'ailleurs récemment, qui permet en fait de manager ce qu'on appelle le manifeste, donc les packages, les extensions que vous avez rajoutées à votre projet de Unity. Donc de manager tout ce qui vient à l'origine de Microsoft pour HoloLens, Mixed Reality, mais aussi Azure SDK par exemple pour Kinect et tout, de manager tout ça depuis ce petit outil qu'on installe sous Windows. Donc super pratique et qui permet donc de faciliter un petit peu puisque vous utilisez ça pour mettre à jour votre manifeste et ensuite la prochaine fois que vous utilisez le projet, tous les packages seront rajoutés de manière automatique. Vive aussi, donc bien sûr, a plusieurs ont leur propre serveur donc pour distribuer leur package donc intégré. On ne travaille pas directement avec eux, mais bien sûr, ils ont tout ce qui est nécessaire pour développer sur Unity. J'ai mis là une petite représentation des packages qui sont dispo avec la description, donc avec le package de base, plus des ajouts donc, de fonctionnalités spécifiques à leur plateforme, bien sûr, qui sont disponibles. Et nous avons annoncé donc en partenariat avec NVIDIA que dans la prochaine version de Unity, donc 2021.2, pour l'instant 2021.1 est la version qui est disponible en
production release, donc, mais la bêta de 2021.2 est déjà accessible et aura donc DLSS, leur Deep Learning Super Sampling, intégré de manière native. C'est pas forcément une techno réalité augmentée, mais une techno réalité virtuelle spécifique. C'est pour tout la pipe de rendu, mais ça a des implications massives pour la réalité virtuelle, puisque en utilisant donc leur algorithme issu du machine learning, on peut donc ne pas utiliser l'inter-aliasing qu'on utilise d'habitude et avoir non seulement des résultats aussi rapides, enfin des résultats encore plus rapides avec des qualités meilleures. Donc c'est quand même ce qui est génial, c'est que cette technologie non seulement accélère le rendu, mais en plus le rend souvent à une qualité visuelle meilleure. Donc ce sera mis à jour aussi avec les drivers donc des cartes vidéo. Donc ça veut dire que vous n'avez pas à manager ça de votre côté et normalement, on verra une amélioration de ce type d'algorithme au fur et à mesure qu'il est adopté, qu'il est testé, qu'il est développé. Voilà, donc ça c'est super important et ce sera inclus donc de manière native dans Unity à partir de 2021.2. J'ai checké ça il y a quelques semaines. Normalement, ça devrait être dans la version qui est dispo maintenant ou le prochain release de la bêta. Donc, ça arrive assez rapidement. Et bien sûr, ce sera dans notre pipe de rendu qu'on appelle HDRP, donc High Definition Render Pipeline, qui est ciblé donc, au rendu le plus réaliste possible. Voilà. Je voulais rajouter pour finir, quelques projets donc open source ou dispo pour la communauté. Donc Mosim, moi je suis un peu plus industriel comme focus. Donc Mosim, en fait, c'est un projet de recherche pour harmoniser un petit peu la manière dont on décrit et on crée en fait des simulations donc de process humains. Daimler est un des sponsors, mais il y a beaucoup d'universités, etc. Donc, c'est une librairie que je vous invite à voir si vous êtes dans cet espace-là. C'est pas forcément d'ailleurs réalité augmentée ou réalité virtuelle, hein, c'est plus 3D mais ça fait partie aussi de points qui sont très intéressants pour la formation, par exemple, et pour avoir des avatars qui vont montrer à l'utilisateur de manière immersive comment faire une séquence, par exemple, d'assemblage, et ensuite l'utilisateur peut donc la rejouer lui-même ou la répéter. À partir de la version 2.5, le Mixed Reality Toolkit de Microsoft inclut maintenant le support pour l'Oculus Quest. Donc, ça vous permet de non seulement développer pour HoloLens, par exemple, et pour les casques de Mixed Reality, mais aussi de développer pour Oculus Quest avec le même interface et la même interaction. Principalement, le fait que le Quest a aussi donc le hand tracking similaire à ce que vous auriez par exemple pour la HoloLens qui n'a pas de contrôleur. Et enfin, un de mes projets favoris, c'est Tearbrush. Si vous ne l'avez pas utilisé, je vous recommande de le tester, qui a été créé bien sûr par Google qui a utilisé Unity pour le développement. Il est maintenant, ce projet est maintenant open source, donc Google l'a publié pour la communauté. Il y a déjà d'ailleurs Multibrush, qui est une version de Tearbrush qui est multi-utilisateur. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que dans mon expérience de développement d'expérience réalité virtuelle, on a toujours trouvé que des outils comme Tearbrush permettent par exemple de faire des explorations d'interface dans la réalité virtuelle ou d'expérience utilisateur, par exemple, et c'est super utile. Donc, vous pouvez faire des sketchs, en fait, donc des dessins d'interface dans Tearbrush pour vraiment visualiser un petit peu votre expérience de réalité virtuelle et ensuite ramener ces données dans l'éditeur de Unity pour ensuite créer, par exemple, l'expérience finale dans Unity. Et donc, quelque chose de très pratique, mais encore une fois aussi pour apprendre à comment créer ce type d'outil. Ça peut être pour du design review, pour faire des annotations, pour faire de la collaboration à distance, par exemple, du brainstorming. C'est vraiment super utile et le fait que ce soit maintenant open source devrait aider beaucoup de gens en fait à créer leurs propres solutions en interne ou externe. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez me contacter, vous avez mes infos à l'écran. Super, merci beaucoup Jérôme. Un plaisir. Cette présentation complète et intéressante.
Moi, j'ai posté une petite question, enfin, une annonce pour l'audience. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. De mon côté, moi, j'ai deux petites questions. Bon, je vais commencer par les poser en attendant qu'éventuellement quelqu'un ait des questions. Pour David, je serais intéressé de savoir quel est l'apport de l'IA dans votre solution. Il y a un slide où tu as évoqué cette technologie, donc je voudrais un peu comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que ça améliore la captation du point de vue de l'utilisateur ou c'est d'autres implications? C'est plus simple que ça. En fait, on se repose sur des services cognitifs qui sont fournis par le cloud, qui permettent notamment de comprendre la voix, ou d'analyser la voix des personnes, ou de générer des voix aussi. Donc, c'est des services neuro, on appelle ça neural speech, et ça permet de pouvoir avoir des expériences multilingues sans avoir à enregistrer des personnes dans toutes les langues, de pouvoir laisser les gens parler dans leur langue naturelle et d'avoir une compréhension instantanée du langage, des mots-clés, et aussi d'avoir aussi a posteriori une analyse de ce qui a été dit, de la voix, etc. Donc, c'est des apports comme ça qu'on ajoute par briques et qui permettent justement d'avoir des interactions de plus en plus naturelles. On travaille aussi sur de la reconnaissance de gestes, notamment avec des objets 3D, et on va dans ce sens-là, en fait. C'est l'aspect supérieur des interactions. D'accord, ok. Donc, il y a l'aspect reconnaissance vocale aussi, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça. D'accord, ok, parfait. Ça peut être très intéressant dans tout ce qui est entraînement pour les interviews ou des choses comme ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ça va de la commande vocale. On va simplement utiliser un mot-clé pour demander une opération ou lancer une procédure, comme de la reconnaissance de langage naturel où on s'exprime tout simplement, on essaie de présenter à un client, par exemple, et on va détecter des mots-clés, détecter des expressions interdites aussi, et puis donner un feedback instantané. Ça permet, cette instantanéité, ça permet justement de se corriger au bon moment et donc d'avoir un apport qu'on n'aurait pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que personne va nous dire qu'on a dit le bon mot au moment où on le dit, et pourtant le cerveau réagit bien à ça. Donc c'est aussi des aspects qui nous intéressent. On essaie aussi de travailler un peu sur ces côtés neurosciences. Super. Quand on peut. Nickel, merci beaucoup. Je vois pas de questions affichées, mais je vais enchaîner avec ma deuxième question pour Jérôme. Donc, j'ai vu le slide de Virtual Production qui m'a beaucoup intéressé, et ce qui m'a intrigué un peu, c'est cet aspect face capture ou face recognition que tu as évoqué rapidement. Si tu pouvais nous en dire deux petits mots en plus pour que personnellement, je comprenne un peu plus cette feature. Ouais, en fait c'est l'interface d'Apple, donc de leur plateforme, de leur outil, SDK, donc ou API. ARKit qui fournit, je crois que c'est 51 blend shape, donc animations de visage qui sont dispo, que vous pouvez voir si vous avez un téléphone Apple, par exemple, lorsque vous faites les avatars animés. C'est ce que ça utilise pour les emojis. Donc, ces données-là peuvent être envoyées à l'éditeur de Unity, et il suffit d'avoir un modèle qui est donc qui a l'armature nécessaire pour répondre à cette animation, et il suivra donc ce que vous faites sur le téléphone. Donc c'est vraiment un transfert de données un peu comme la caméra. D'accord. Okay. Voilà. Et mais il y a aussi possibilité donc d'enregistrer ça, par exemple, dans l'éditeur, puisque l'éditeur peut enregistrer les données d'animation, et donc d'enregistrer, par exemple, ces données avec un acteur ou vous-même, et ensuite les rejouer dans l'éditeur sans avoir à reprendre le téléphone, par exemple, à chaque fois, ou aussi faire, on a une API de retargeting, donc qui permet par exemple, de réanimer les yeux si vous voulez pas utiliser ce qui avait été enregistré avec le téléphone. Okay. Et voilà, et on a des clients, par exemple, ça se fait de plus en plus dans l'animation, ou lorsque l'acteur est en train d'enregistrer, par exemple, son script, ses dialogues, ils font aussi la capture de visage directement avec un iPhone, par exemple, pour enregistrer ces données et ensuite aider les animateurs, donc qui n'ont pas besoin, qui veulent un peu transférer la personnalité de l'acteur sur les caractères animés.
Voilà. Et donc maintenant, vous pouvez faire ça directement en vous connectant, en utilisant cette application. Elles sont gratuites d'ailleurs. Hein. Donc c'est cool. ouais, Mais c'est pas en bêta. Si, c'est bêta. C'est bêta. Les deux viennent de sortir. Elles sont en bêta pour iOS. D'accord. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Mohamed, j'ai une dernière question. En tout cas, moi j'en ai une. Je ne sais pas si l'audience en a. Mais bon, vous avez tous parlé de recueil, d'analyse de données, de restitution de données. On en parle de plus en plus. Alors, c'est une vision un peu plus macro et c'est une question qui s'adresse à vous trois. Et je vous propose une réponse plutôt courte. Mais en quoi finalement l'intégration de la notion de données a changé la donne dans votre business ou dans votre activité au quotidien? Bon, vous avez des tailles et des durées d'existence différentes, mais en quoi la notion de données est venue changer votre façon de travailler, soit sur l'approche produit, soit sur votre façon de communiquer? S'il y en a un qui veut prendre la parole. Je peux commencer. Vas-y. Ouais. Ouais. Nous, on va dire qu'on a commencé directement avec les données, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui vient pas mal de cet univers-là, de Big Data. On a une équipe qui vient beaucoup de chez Microsoft, donc on est très sensibilisé à cette acquisition de données, traitement de données. Et bon, il y a un usage simple, c'est-à-dire que dans l'apprentissage, on a besoin des données de complétion, de parcours, de réussite. Donc ça, c'était une évidence d'avoir ces premières données-là. Mais après, on a découvert quand même qu'avec la réalité virtuelle, on capte les sens, on capte les mouvements, on capte la voix, on capte les yeux. Et en fait, ces données, on les a jamais vraiment exploitées. Et donc, c'est une richesse nouvelle qui permet d'aller plus loin dans le feedback. Donc ça, c'est un super intérêt, c'est qu'on va pouvoir donner des informations complémentaires dans des situations d'apprentissage qui avant étaient beaucoup plus analogiques. Là, on arrive avec des données très objectives qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent être instantanées aussi. Comme je disais tout à l'heure, sur la reconnaissance vocale, de pouvoir avoir un feedback instantané, ça a plein d'apports. Donc, on essaie de se dire que c'est un capital, en fait, ces data, elles vont nous servir à donner une valeur plus profonde à l'apprentissage. La mise en situation, c'est super, mais la mise en situation analysée, c'est encore mieux. Et puis, ces données peuvent être ensuite consolidées. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir analyser si une expérience est bien comprise, si les gens ont regardé au bon endroit au bon moment, et donc avoir un processus d'amélioration pour le créateur d'expérience chez nous, qui va lui recevoir ce feedback et va se dire oui, en fait, je peux améliorer mes expériences, elles peuvent être plus impactantes. Donc là, il y a encore des intérêts nouveaux. Donc c'est plutôt pour nous, on va dire, un capital et un générateur de nouvelles idées qui agrémentent, qui sont un bénéfice sur toute la chaîne. Oui, j'ajouterais que je suis extrêmement tout à fait d'accord. J'ajouterais que nous, ce qu'on observe en plus, on a commencé par faire des formations en présentiel pour tester notre solution et voilà, et recueillir en même temps de la donnée et puis nous apprendre. Et on se rend compte qu'en fait, on casse une barrière à partir du moment où on apporte une donnée qui est vraiment personnelle, dans le sens où c'est pas un modèle théorique sur lequel on se base pour expliquer des faits, expliquer des comportements, etc. Ce sont les données récupérées de la personne qu'on projette et sur lesquelles on fait une analyse. Et à partir de ce moment-là, en termes d'animation de contenu, d'animation d'une séance, on capte l'attention de manière beaucoup plus marquée, beaucoup plus forte, et on implique les gens dans la participation de l'événement qui change tout, en fait. Parce que ce sont leurs données, parce qu'on parle d'eux et on ne parle pas du modèle générique qui décrit le problème. Tout à fait. Donc, Unity, en fait, c'est vraiment... Il y a deux parties maintenant par design. Hein, donc, la société est structurée par deux branches principales qui sont la création et l'opération, en fait, de contenu. La création de contenu, donc c'est là où la communauté opère le plus. Hein, donc, c'est utiliser l'éditeur pour créer des expériences de réalité virtuelle. Donc, bien sûr, comme je l'ai mentionné, c'est plus d'1 million de personnes par mois qui font de la création de contenu avec notre éditeur. Je crois que c'est 13 000 projets par jour qui sont créés par notre communauté. Donc, bien sûr, ces données-là, on les utilise pour améliorer notre plateforme. On ne les partage pas, on ne les vend pas. Il y a vraiment cette protection de la donnée, puisque
très très tôt, en fait, on a compris que cette donnée, comme l'a mentionné donc David, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour améliorer nos produits et pour fournir une intelligence à nos clients. Hein. Donc, ça se traduit dans le mode opératoire. Nous sommes la troisième plus grosse plateforme de publicité au monde, derrière Google et Facebook. Donc, nos créateurs de jeux utilisent ces plateformes pour monétiser leurs jeux et aussi pour l'acquisition de joueurs, principalement. On fait peu de publicité style machine à laver ou télévision. C'est plus, en fait, voilà, vous jouez ce jeu, est-ce que vous voulez jouer celui-là? En fait, c'est transférer les jeux, surtout dans le free-to-play. Donc, aussi, la distribution de contenu sur des moteurs, par exemple, en dehors des gros App Store comme Google Play ou l'Apple App Store. Donc, c'est unifier un petit peu la distribution des applications sur les moteurs un peu plus régionaux en Chine, par exemple, en Asie du Sud-Est ou en Afrique ou en Amérique du Sud, qui ont des plateformes de distribution spécialisées ou un peu plus ciblées. Donc, encore une fois, beaucoup de gestion de contenu, d'agrégation de données et d'aider à ça. Et ensuite, il y a bien sûr l'analyse et on a fait des acquisitions dans l'analyse donc de jeux qui maintenant se traduisent par des services de jeux virtuels. Donc, où nous avons des joueurs qui sont qui utilisent l'intelligence artificielle et le machine learning pour jouer les jeux et donc pour trouver par exemple les cas d'imbalance dans le jeu où quelque chose est trop facile, trop dur. Pour un petit peu harmoniser l'expérience suivant les joueurs, de voir par exemple s'il y a des erreurs, s'il manque des données où le joueur va traverser un mur ou faire des choses qui ne sont pas prévues. Et donc, on peut jouer les jeux de manière virtuelle et on utilise en fait toutes les données qu'on glane si on est autorisé, parce que ça, c'est le développeur et bien sûr l'utilisateur qui décide de partager ces données. C'est intégré sur la plateforme cet aspect donc de refus de collecte de données, mais ça nous permet donc de créer tous ces services ajoutés, principalement machine learning et AI, voilà, qui sont bien sûr au centre de tout ce qu'on fait maintenant. Hein. C'est très très important. Et d'ailleurs, notre projet le plus reconnu sur GitHub, c'est ML Agents, donc Machine Learning Agents, qui est une API gratuite et ouverte pour donc créer des acteurs virtuels dans Unity qui vont ensuite envoyer leurs données sur vos neural networks pour les former. Voilà. Et je crois qu'il y a plus de 10 000 étoiles déjà dessus, et c'est utilisé donc justement pour faire de l'exploration virtuelle de systèmes comme le jeu. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial maintenant, je dirais. Merci. Le sujet est vaste, on pourra en faire un autre talk. Et, à fond. Également parler de privatisation de données également à un moment. Voilà. Ça a été... on a eu récemment d'ailleurs des discussions là-dessus parce que ça a été monumental avec GDPR, ce qui s'est passé aussi en Californie, puisqu'on est basé en Californie officiellement. Et on a bien sûr beaucoup d'utilisateurs, donc on doit appliquer ça aussi. Et plus récemment, les changements Apple, donc ils ont fait pour la collecte de données sur leur plateforme. Et on travaille de manière très très proche avec eux, justement pour assurer que nos créateurs en fait puissent continuer à bénéficier des avenues de monétisation, puisque c'est très important pour eux. Hein. Donc, merci pour ces réponses. Dali, je te laisse. Ok, Sébastien, enfin, je pense qu'on va closer dans quelques minutes. Après, Sébastien, je crois que tu as peut-être une annonce à faire avant que... Alors oui, donc dans ce cas, si tu pas à moi. Oui. La VRR Association organise également le Global Summit. Donc c'est tous les ans, c'est avant la crise sanitaire, c'était organisé comme un salon. Hein. C'est assez énorme, c'était principalement en Amérique du Nord. Et la crise sanitaire a fait que tout ça s'est digitalisé. Donc on a la chance, nous, je dis nous parce que moi je suis basé aux États-Unis, mais on a la chance aussi européen de pouvoir maintenant accéder à tous ces contenus en ligne. L'événement est la semaine prochaine, donc c'est du mercredi 2 au vendredi 4. C'est sur des time zones nord-américaines, en tout cas américaines. Des centaines, des dizaines et peut-être même des centaines de speakers,
Vous pouvez accéder à des conférences, donc échanger avec des stands virtuels. Donc, je vous invite à vous inscrire. Hein, c'est sur vrarglobalsummit.com. Et il y aura un autre événement dès septembre, dès l'automne, du 29 septembre au 1er octobre, cette fois sur une time zone Europe, donc avec un peu plus de speakers de l'Europe, justement. Donc, je vous invite à vous inscrire et à participer. C'est vraiment un bel événement et peut-être l'un des plus gros en termes de participants à RVR. Voilà. Super, merci beaucoup. Après, moi je vais remercier tout le monde. Vincent, Jérôme, David, merci beaucoup pour vraiment votre présence et la qualité de vos présentations. C'était très intéressant. Et de mon côté, je reviendrai vers chacun de vous avec d'autres questions. Il faut que je regarde le replay, je pense. Je crois que Jérôme, tu sais de quoi je parle. Et en tout cas, il faut dire que ce webinaire, si vous êtes d'accord, sera en replay sur nos réseaux de la VR Association, que ce soit en France, mais aussi sur la communauté francophone et au-delà. Donc, en termes de reach, c'est pas mal du tout et je pense qu'il y aura des interactions et des retours tout au long du replay. Pour ma part, je vous remercie encore. Sébastien, si tu veux prendre un petit mot aussi et si chacun de vous veut juste laisser une impression ou dire un petit mot pour la fin et je vous remercie encore. Moi, c'est merci à tous, merci à tous les participants et à l'auditoire. Je vous invite aussi, vous trois, à nous envoyer les présentations que vous avez déroulées si vous voulez qu'on les diffuse. Également, une ou deux vidéos si vous avez, histoire qu'on puisse, stocker un petit peu tout le contenu des personnes avec qui on travaille et pourquoi pas les diffuser par ailleurs via nos newsletters. Et voilà, je vous laisse conclure. Merci, très bien. On vous fournira du coup les présentations et vidéos et puis ravi de discuter, d'échanger sur ces sujets avec qui veut. Les informations, voilà, les contacts dans la présentation et probablement à l'issue du talk. Également, merci. C'était des présentations assez riches, intéressantes. J'ai découvert pas mal de trucs, donc c'est cool. J'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler très prochainement. Ouais, puis moi aussi, merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités à présenter. Vincent, je serai sûrement dans le Bordelais dans pas très très longtemps, j'espère, puisque je suis de Marmande, donc je suis souvent dans la région. Et puis David, en tout cas, super impressionné par votre travail. C'était aussi, j'ai appris beaucoup. Ça fait plaisir de voir de l'innovation comme ça. C'est plein d'inspiration. Merci. De même. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup et à la prochaine. Je suis sûr qu'on collaborera avec tout le monde très bientôt. Merci. Ouais. Merci. Merci. Bye.